1989, à la surprise générale, surtout des producteurs, le film Batman de Tim Burton cartonne sur les écrans. Ni une ni deux, la Warner prépare une suite. C'est logique. Au final, nous aurons là un des films de super-héros les plus originaux, peut-être aussi les plus bizarres, mais aussi une des plus grandes réussites du genre. C'est parti. Bonjour à tous. Le film que nous allons évoquer aujourd'hui, donc Batman Returns, Batman le défi, est un film très burtonien, encore plus que le premier, c'est logique. Alors quand on dit très burtonien, ça veut dire qu'on se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. En fait, Tim Burton, dans son style, il prend l'expressionnisme allemand et il le ramène à l'époque du film, donc cette année en 1992 pour être précis. Ce film n'est pas un film d'intrigue, c'est un film de personnages, c'est un bal de freaks qui se rencontrent, qui interagissent les uns avec les autres, qui vivent des drames, on est dans leur psychologie, bref, on est dans du pur Tim Burton. Tim Burton prend le personnage créé par Bob Kane et Bill Finger, surtout Bill Finger diront certains, sans doute à raison, et il en fait ce que lui il veut. Il en fait un film à lui avec toutes les facettes. Mais d'abord revenons sur la pré-prod. Donc comme je vous disais, en 1989, le film Batman cartonne sur les écrans. La Warner n'hésite pas une seconde, il faut faire une suite, il faut engranger de l'argent. Surtout que eux-mêmes, à la base, ils étaient un petit peu réticents quand même, parce que c'était pas le Batman qu'ils voulaient, mais la proposition de Tim Burton, plus sombre, etc., a cartonné. Elle a cartonné, donc bon, on va faire une suite, on va enchaîner. Donc très rapidement, il demande à un premier scénariste qui s'appelle Sam Hamm d'écrire un premier scénario, et dans ce scénario, donc il y avait des choses imposées, la Warner voulait qu'il y ait le Pingouin, parce que pour la Warner, le Pingouin, c'est le deuxième adversaire de Batman dans la liste, on va dire, après le Joker. Donc ils insistaient pour qu'il y ait le Pingouin. Il y aurait dû y avoir Catwoman, il y aurait dû y avoir aussi un certain Robin. Robin qui était déjà prévu à la base dans le film de 89, mais Tim Burton n'en a pas voulu, donc il n'était pas dedans. Précisons que le Pingouin qui devait être dans ce film est un Pingouin plus proche de celui des comic books, celui de l'histoire d'origine. On reviendra là-dessus, mais autant vous dire tout de suite que celui qu'il y a dans ce film n'a rien à voir avec celui des comic books. Dans ce film, il y aurait dû peut-être avoir encore une fois le Joker qui aurait servi de détonateur pour Robin, qui aurait dû tuer aussi les parents de Robin. Cela aurait fait peut-être un petit peu trop, mais bon, on est aussi en train de parler d'une première version du scénario qui allait être retravaillée. Nous parlons d'une idée à un instant donné. L'idée de faire une association entre Catwoman et le Pingouin était déjà prévue au scénario, donc les deux devaient s'allier contre Batman, ils devaient partir dans une espèce de chasse au trésor, et le trésor se trouverait pas très loin du manoir Wayne, ce qui aurait expliqué une bataille finale dans la Batcave, dans laquelle Batman aurait fait tomber le Pingouin dans le vide de la Batcave et l'aurait tué. Inutile de vous dire que la Warner voulait un film beaucoup plus lumineux globalement pour attirer plus de public. Batman devait être un petit peu moins torturé puisque entre autres il devait se marier avec Vicky Vale, donc la femme, la demoiselle en détresse du premier film avec laquelle il finissait. Il devait se marier, comme j'ai dit, il devait y avoir Robin, donc quelque chose d'un petit peu plus coloré et de plus grand public. Ça c'était le premier jet. Ensuite, il y a eu un deuxième jet. La deuxième version prenait le personnage de Harvey Dent, que l'on pouvait voir déjà dans le premier film, et le mettait au centre de l'intrigue. Pour la petite histoire, le personnage d'Harvey Dent sera remplacé par celui de Max Schreck dans la version finale que nous avons. Encore une fois, on devait avoir un Robin, mais un Robin un petit peu particulier, un peu en mode chef de gang dans les rues, et dont lequel son logo de gang c'était un R. Ça devait être quelqu'un d'afro-américain, puisqu'il était censé être interprété, je dis, par Marlon Wayans, Marlon Wayans qui a donc signé un contrat à cette époque pour tourner dans le film, puisque le scénario était déjà plus ou moins en place, il discutait déjà avec l'acteur, et comme finalement il n'a pas été dans le film, mais comme il a quand même signé un contrat, il a quand même gagné de l'argent sans faire le film. Ça c'est du travail, ça je kiffe, moi j'aimerais bien travailler comme ça, je vous le dis. Dans la troisième version, non créditée d'ailleurs, écrite par un certain Wesley Snipes, cette fois-ci on enlève Robin parce que trop de personnages, et on enlève donc le personnage d'Harvey Dent. On l'enlève. Peut-être qu'on commence déjà à penser à un autre personnage, Max Schreck par exemple. Il faut savoir aussi que dans les différentes versions, les différentes couches qu'il y a eu, à une époque, ils pensaient faire que le personnage de Max Schreck, pour réussir à le prononcer, en fait, serait le grand frère du Pingouin. Ce qui apporterait des choses peut-être intéressantes, mais ça n'a pas été gardé. Évidemment, inutile de vous dire que Tim Burton, quand il a retravaillé sur le film, il s'est attaqué au scénario, comme je vous ai dit, il en a fait son film à lui, il a mis ses trucs à lui. On va revenir là-dessus vite fait, puisqu'en fait, justement, nouveau film, la Warner propose à Tim Burton de le faire,
Mais Tim Burton, il n'est pas très chaud, parce que bien qu'il ait réussi à imposer des idées, il n'a pas pu imposer toutes les idées qu'il voulait, et il était un peu déçu du premier film. Parce que oui, forcément, quand on est un auteur comme ça, qu'on a des idées, et que c'est un gros film, bah, les studios sont là, il y a plein de trucs qui fait que ça colle pas parfaitement, c'est pour ça que le premier film a aussi parfois des petits soucis de scénario, des trucs comme ça, voilà, voilà. Donc, cette fois-ci, il voulait pas, et il a quand même réussi à être choisi en lui donnant carte blanche. Ça veut dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. À peu près, comme je vous ai dit, le pingouin était imposé, des choses comme ça. Mais il a eu carte blanche pour faire le film qu'il voulait. Parce que finalement, ses idées ont plu, donc ils lui ont dit, bah vas-y, puisque tes idées ont plu, vas-y. Je pense qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient, les producteurs, à ce moment-là. Ils lui ont dit, fais ce que tu veux. J'ai dit certaines contraintes. Et du coup, bah, Burton va s'en saisir. Et il ne va pas faire un Batman, il va faire un Birdman, j'ai envie de dire un film de Tim Burton. Tim Burton, donc, impose plusieurs choses. D'abord que ce Batman 2, hein, ce Batman Returns, ne soit pas vraiment une suite au premier Batman. D'ailleurs, le personnage de Vicky Vale, il est expédié, ce qui fait qu'on a un Batman qui revient presque à son point de départ. On a aussi un changement au niveau des décors. Au niveau des décors, Burton n'a pas voulu reprendre les décors du premier film pour rendre sa ville encore plus folle, encore plus tarée. Il avait plus de budget, donc encore plus de décors pour lui donner encore plus cette ambiance de folie, cette ambiance gothique, cette ambiance expressionniste allemande, qui est à fond la caisse sur le film et qui fonctionne très bien. Mais ça a causé un petit souci, c'est parce que le type qui s'était occupé des décors du premier film, en fait, il les avait gardés en stock, parce que comme ça avait tellement bien marché, il a même gagné un Oscar pour ça, bah, il s'est dit, il y aura une suite, on va forcément me recontacter, puis je les garde en stock, hop, et en les gardant en stock, ça lui coûtait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et en fait, bah, quand il n'a pas été pris, bah merde, ils ont donc refait tous les décors. Alors, les décors sont excellents, par contre, c'est vrai qu'il y a un truc, on a cette place centrale de Gotham, magnifique, hein, je reviendrai sur certains détails, mais cette place centrale de Gotham, le problème c'est qu'on y revient souvent, ce qui donne la sensation que Gotham est un petit peu trop centré sur sa place, et du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre aux alentours, on a l'impression parfois. Évidemment, vu le succès du premier film, le but était aussi de faire revenir Michael Keaton. Michael Keaton, qui lui aussi, à la base, ne voulait pas reprendre le rôle, parce qu'il voulait pas être enfermé dans un rôle, etc. Mais, lorsque justement Tim Burton a eu le droit de faire le film, et ben il s'est dit, finalement j'accepte parce que je m'entends bien avec Tim Burton, j'ai aussi fait Beetlejuice, je m'entends bien avec. Et je pense aussi que le fait que Tim Burton ait les mains totalement libres, ça lui a permis de se libérer. Je vous ai dit que Tim Burton ne voulait pas faire une suite, il a même dit à Michael Keaton, je veux que tu joues ce Batman, mais de manière différente, comme si c'était pas exactement le même Batman, c'est-à-dire ne te sens pas obligé de faire la continuité du précédent. Même s'il y a évidemment, encore une fois, une ou deux références, histoire que les gens s'énervent pas, ils l'ont dit, sens-toi libre. D'ailleurs, il faut savoir que dans le scénario, ou dans le résultat final du film, Michael Keaton lui-même a demandé à ce qu'on enlève des passages de dialogue de ce Batman, parce qu'il trouvait qu'il parlait trop et que ça ne collait pas à ce personnage. La plupart des acteurs demandent à avoir plus de temps à l'écran, hein, je rappelle. Dans le rôle de Catwoman, nous avons Michelle Pfeiffer, qui, à la base, n'aurait pas dû faire le film, parce que, en fait, c'est pas elle qui a été choisie, c'était une certaine Annette Bening, et donc, bah voilà, elle avait signé, tout était prêt, le film allait commencer, et badaboum, elle tombe enceinte. C'est une bonne nouvelle pour elle, hein. Mais du coup, bah, ils ont dû trouver une remplaçante, le film a été repoussé, parce que la nouvelle actrice devait s'entraîner, etc., et celle qui fut choisie fut Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, qui, je rappelle, avait été sélectionnée pour être Vicky Vale dans le premier film, en tout cas elle est en pourparlers, et Michael Keaton qui avait une relation avec elle avait dit écoutez, je préférerais pas, bah, cette fois-ci ils l'ont dit écoute, elle vient et tu la fermes, d'accord. Il faut savoir que Burton a été convaincu quand il l'a rencontrée et qu'elle a fait un test en costume, il paraît que tout le monde était en mode donc à ce moment-là, Tim Burton était absolument convaincu, c'est bon, le choix a été fait, on va prendre Michelle Pfeiffer. Il y a une autre actrice, donc l'actrice Sean Young, celle qui était dans Blade Runner par exemple, qui voulait absolument le rôle. Il faut aussi savoir qu'elle aussi aurait été sélectionnée pour le premier film, encore une fois pour faire Vicky Vale, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a été blessée. À cause d'une blessure, elle n'a pas pu faire le premier film. Vous arrivez à suivre un peu toutes ces histoires? Elle n'a pas pu faire le premier film. Et donc, du coup, elle voulait absolument faire le deuxième, déjà parce que le premier a cartonné, hein, donc attention, hein, ça rapporte des pépettes et de la popularité. Et donc, ils lui ont pas fait passer une audition, elle a pété un plomb. Elle a débarqué déguisée en Catwoman sur les lieux du tournage, là où il travaille, et elle a essayé de se faire bien voir, un truc un peu faux-folle. Elle a tellement pété un plomb qu'elle est allée dans un late show pour se montrer aussi en Catwoman, dans laquelle elle a critiqué Tim Burton en disant qu'il était à la solde des producteurs, etc., etc., alors que, semble-t-il, que cette fois-ci, bah non, justement pas, c'était un choix tout à fait voulu et artistique de la part du réalisateur. Bref, à la fin, c'est Michelle Pfeiffer qui a le rôle. Voilà, comme ça, personne n'est content, mais tout le monde est content, surtout le spectateur. Danny DeVito. Vous savez que, en fait, lui aussi, il voulait pas le rôle à la base.
Il n'y a personne qui voulait les rôles dans ce film, non, à part Catwoman. Catwoman, tout le monde le voulait. En fait, Danny DeVito, il voulait pas tenir ce rôle parce qu'il trouvait pas le personnage intéressant. Mais en fait, Tim Burton a dû aller le voir et discuter avec lui pour lui expliquer que le pingouin qu'il voulait faire, c'était pas le pingouin classique des comics, ou même celui de la série des années 60, que c'était quelque chose de différent. Et cette version du pingouin l'a vachement intrigué. Il faut savoir que Danny DeVito, pour ce film, a gagné un Razzie Award. Je sais pas ce qu'il fout, parce que franchement, il est absolument incroyable dans son interprétation du pingouin. Certes, totalement maqué et tout ce que l'on veut, hein, mais totalement incroyable. Alors, tous les matins, il passait certes genre 4 heures de maquillage, plus encore 3 heures pour les costumes et tout ce qui va avec. Il passait tellement de temps à se préparer que finalement, il a dit « Bon, écoutez, certaines prothèses, je vais les garder au lendemain, parce que hein, j'en peux plus. » À tel point que Michelle Pfeiffer a dit qu'elle a jamais connu Danny DeVito, parce que sur le tournage, il était toujours en pingouin, et qu'il était à fond dans le rôle. Tu m'étonnes, vu l'interprétation, donc elle n'a pas eu le temps de le connaître, il était toujours un peu en mode... Et voilà, je sais pas pourquoi il fout un Razzie Award à cet acteur dans ce film, il est incroyable. Alors, j'ai peut-être pas vu toute sa filmo, mais de ce que j'ai vu, c'est clairement sa meilleure interprétation. Clairement. Nous avons Christopher Walken qui fait Max Schreck. Pour la petite histoire, Burton ne voulait pas que ce soit cet acteur. Lui, à la base, il voulait David Bowie. Et David Bowie, il est parti faire Twin Peaks, et donc il devait trouver un autre acteur, et il voulait pas. Puis en fait, celle qui s'occupait du casting, elle a parlé avec Burton, il a dit non, je veux pas, il me fait peur, il me fait penser à quelqu'un que j'ai vu dans un cauchemar. Quand on voit le personnage, le rôle qu'il a et tout ce qui va avec, c'est exactement ça qu'il te fallait, mon gars. Bah, c'est pas pour rien qu'il l'a pris, Christopher Walken, super acteur qui va encore le prouver, je trouve. Je vous parlerai des acteurs et tout ça un peu après, des personnages, vous en faites pas. Entre le premier et le deuxième film, il y a aussi eu des petits changements, comme le costume de Batman, qui est un petit peu différent. Cette fois-ci, il n'a pas une espèce d'armure où on voit les muscles, c'est plutôt des espèces de lamelles comme ça, superposées. C'est pas spécialement mis en avant, mais il y a ça qui est différent. Et en fait, ça permettait aussi à l'acteur de mieux bouger. Ils ont fait avec des nouveaux matériaux pour qu'il puisse un petit peu mieux se battre. D'ailleurs, les peu de scènes d'action qu'il y a dans le film, ça bouge un petit peu mieux, c'est clair. Et Michael Keaton a aussi dit, ce serait sympa de mettre une ouverture pour pouvoir aller aux toilettes, ce qui était le cas. Donc c'est pour ça que le Batman de ce film bouge déjà mieux que dans le premier film. Le costume reste toujours, à mes yeux, très beau et fantastique, mais il y a eu cette petite différence. La Batmobile est aussi la même. Faut savoir que Warner, à la base, voulait faire une autre Batmobile. Pourquoi? Bah pour vendre plus de jouets, les gens, pour vendre plus de jouets. Et là, vous vous dites, attends, il y avait peut-être Double Face, il y avait peut-être Robin, une autre Batmobile, mais en fait, ils voulaient faire Batman Forever. Et je dis ça et je dis rien. Bref, la Batmobile est restée la même, cette magnifique Batmobile, il y a un ou deux petits changements, mais est restée la même, et tant mieux, parce que je la trouve incroyable. Et puis, cette Batmobile qui a plein de gadgets, étant gamin ça me faisait rêver, je me souviens que j'avais vu des extraits à la télé avant d'aller voir ce film au cinéma. Alors, quand on réfléchit, ces gadgets, ils sont un peu à usage unique, hein, c'est-à-dire ils sont à usage dans cette scène. Hein. Même si le truc de retourner la bagnole, moi ça me serait bien utile parfois. Mais, je veux dire, on va pas se mentir, c'est très peu utilisable à gauche à droite, mais c'est pas grave, ça fonctionne dans le film. Elle a un petit peu de CGI quand il y a son bouclier, son armure qui se met en place. Là, il y a un peu de CGI, c'est un des rares moments de CGI dans le film. Parce que c'est un des trucs du film, c'est qu'il est fait un peu à l'ancienne. Le costume de Catwoman, qui est très fin, hein, bah elle avait froid sur le tournage. Froid sur le tournage qui avait lieu en été. Pourquoi? Parce que, on va aller par étapes. Sur le tournage, il y avait des manchots. Il faut vraiment aller par étapes. Des manchots qu'on appelle vraiment des pingouins, mais c'est des manchots. En fait, c'est pas des pingouins, les pingouins ils volent, hein, si jamais vous le saviez pas. Hein. Voilà. Donc il y avait des manchots. Des vrais. Donc, ils ont mis l'air conditionné pour qu'il fasse très froid. Donc elle, dans son petit costume, elle se les gelait. Danny DeVito, dans son costume du pingouin, avec toutes les couches, lui, nickel. Mais elle se l'épaulait. Et en plus, elle avait un peu de peine à bouger, parce que c'est super moulant et tout, il faut faire ressortir le côté sexuel. Pour vendre, oui, mais vous verrez quand on parlera du film, c'est vachement plus subtil que ça, un côté sexuel, donc elle en a chier. Il faut savoir qu'elle s'est beaucoup entraînée au fouet, et par exemple, la fameuse scène où elle décapite des mannequins, elle l'a fait en une prise. Voilà, donc elle s'est vachement entraînée, et paraît-il que c'était pas mal du tout. Je vous ai dit que c'était un film de freak, un film de personnages, d'interaction entre les personnages. Donc maintenant, on va rentrer dans les personnages, dans la description de ces personnages. Il faut savoir donc que chacun de ces personnages, à part Batman évidemment, je parle des autres pour le moment, surtout le Pingouin et Catwoman, représentent des versions de ce qu'aurait pu être Batman, des versions décadentes, des versions pas réussies de ce qu'aurait pu devenir Batman. Et ça, c'est super intéressant. Vous remarquerez que les personnages, y compris Batman, sont des gens qui sont en train d'essayer de renier une espèce de passé douloureux qui est toujours là. Ils essayent de s'émanciper de ça. Et ils sont à la recherche, donc, évidemment, de ce qu'est leur véritable identité, ce qu'ils sont réellement, qui sont-ils? Un film très psychologique.
Alors on va parler de Bruce Wayne Batman, interprété par Michael Keaton, qui est très très bon, mais ça on le savait déjà depuis le premier film, et puis depuis, la preuve c'est qu'il est repris comme le Batman culte pour des prochaines productions, voilà, donc on va pas se plaindre. Donc le personnage de Batman est pas spécialement développé, d'ailleurs c'est un truc qu'on dit souvent du film, voire même des films de Batman de Tim Burton, c'est que Batman n'est pas au centre, mais il faut savoir qu'il était déjà développé un peu dans le premier, et là on va explorer d'autres trucs. Donc à la fin du premier film, Batman finissait presque sur un happy end, hein, je dirais, il a tué son Némésis, il a fait presque la paix avec qui il est finalement, il a trouvé l'amour, tout va bien. Comme je vous ai dit, ce film n'est pas vraiment une suite, on vire cette idylle, on vire tout ça, et on revient justement à quelque chose de pur. Il n'est pas spécialement développé, mais sa dualité va quand même être développée dans sa recherche de l'amour, parce qu'on va encore être dans cette recherche de normalité, recherche d'amour qui le concerne. Il va entretenir des relations particulières avec ses Némésis dans le film. Par exemple, lorsque le pingouin dit qu'il est à la recherche de ses parents, Bruce Wayne va dire « j'espère qu'il va les retrouver », parce qu'il se sent un peu comme lui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, une version décadente, une version qui ne fonctionne pas, on verra ça un petit peu après. À un moment donné, il y a Alfred qui dit un truc super cool, et lui dit « mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à ce pingouin? Est-ce que vous ne voudriez pas être le seul homme animal de la ville, peut-être ?» Et là-dedans, il y a déjà plein de petits trucs qui sont... Bien le bonjour beaux parleurs et bien le bonjour les cinéphiles, aujourd'hui c'est à moi qu'il revient l'honneur de vous toucher quelques mots au sujet du personnage de Catwoman. Alors c'est dès le premier numéro de Batman en avril 1940 que naît, à l'instar du Joker, et très peu de temps après le premier Robin, Selina Kyle. S'inspirant du sexe symbole Jean Harlow, les deux papas de Batman, Bob Kane et Bill Finger, imaginent une jolie femme fatale, rebelle et manipulatrice en tant que love interest au Chevalier Noir. Dans sa toute première histoire, dont elle partage d'ailleurs le nom, The Cat, elle se fait passer pour une richissime femme âgée, Mrs. Travers, afin de commettre un braquage incognito avant de se faire découvrir par Batman qui la laissera filer aux grandes dames de Robin. Dès cette première rencontre s'installera une relation ambiguë entre le chat et la chauve-souris. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Dans le Batman numéro 3, The Cat devient Catwoman et revêt pour l'occasion un masque de fourrure avant d'enfiler pour la première fois un costume noir en 1942, toujours dans les pages de la série Batman. Un costume qui évoluera donc sans cesse au fil du temps, passant du noir au mauve et le masque s'affinant pour ressembler davantage à celui traditionnellement porté par les justiciers de bande dessinée. Après une première ère de filouterie impunie, de relations tendancieuses avec Bat, de manipulations criminelles et de comportements incitant à la débauche et à l'illégalité, la censure du Comics Code Authority s'abat lourdement sur Catwoman, la bien-pensance générale alors peu encline à tolérer un personnage féminin aussi sexualisé. Selina disparaît donc en 1954 pour une période de 12 longues années, pendant lesquelles elle sera officieusement remplacée par Batwoman. 1966, la série TV Batman avec Adam West explose sur les téléviseurs américains et avec elle, tous les personnages mythiques du Batverse, dont Catwoman, interprétés alors par Julie Newmar, Eartha Kitt et Lee Meriwether. Des prestations qui contribueront à rendre le personnage plus glamour que jamais et permettra sa réhabilitation dans les comics. Une vingtaine d'années passeront et en 1987, Frank Miller proposera une toute nouvelle itération de la femme féline, faisant d'elle une prostituée rebelle des bas-fonds, n'hésitant pas à s'en prendre directement à la mafia gothamienne et à Batman lui-même pour protéger son ami de toujours, Holly Robinson. 5 ans plus tard, c'est le réalisateur Tim Burton qui décidera de mettre en lumière Selina Kyle dans son Batman Returns à travers une version très personnelle de Catwoman, alors interprétée par Michelle Pfeiffer. Burton choisira alors de minimiser le côté cambrioleuse de Selina pour s'attarder davantage sur son caractère de femme insoumise et vengeresse, tout en lui apportant un attrait fantastique propre à son univers. Le film de 1992 inspirera notamment la série animée de Bruce Timm et Paul Dini, immortalisant à jamais Catwoman auprès d'un public toujours plus large. Au fil des décennies, une subtile altération de style et de comportement s'opère, passant The Cat du statut de super-vilaine manipulatrice et cambrioleuse à celui d'anti-héroïne, prête à sacrifier ses intérêts personnels pour le bien commun en fonction des situations. Selina Kyle, Catwoman. En fait, il faudrait citer les deux à chaque fois parce que c'est une partie de la personnalité, une autre partie qui se mélange, qui se différencie, c'est super intéressant. Donc comme je vous ai dit, elle a un costume très sexualisé, mais tout ça a une raison dans le film. Tout ça n'est pas gratuit. Pourquoi est-ce que c'est pas gratuit? Parce que si vous regardez le personnage au début du film, on voit qu'elle est en train de servir le café dans une réunion de politicards de Bourges, et elle arrive un peu comme un parasite. C'est-à-dire, elle arrive devant et elle sert son truc en essayant d'être discrète, en essayant de ne pas se faire voir.
Mais non, on voit ça, le spectateur, parce que normalement, une scène comme ça, on met pas quelqu'un qui passe devant la caméra comme ça pour vous servir le café. On la voit, mais on voit qu'elle essaye de se faire discrète, on voit qu'elle est oppressée de par sa situation. Ensuite, elle se permet de prendre la parole. Alors, c'est vrai, c'est pas son rôle à ce moment-là, hein, mais l'autre lui répond, il se fout de sa gueule et tout. On sent qu'il y a une espèce de mal-être. Elle rentre chez elle. Chérie, je suis rentré. Ah, j'oubliais, je suis pas marié. Certes, c'est une blague, mais pression sociale. On voit que cet appartement, il est tout rose. Il est tout rose. Mais c'est un rose un peu sale, un peu maltraité. En fait, c'est comme si c'était une princesse naïve et qui se prend des baffes et qui sombre peu à peu dans le malaise, on va dire. De plus, elle met son répondeur. Son répondeur, il y a quoi? Il y a une marque qui lui casse ses bonbons, il y a sa mère qui lui casse ses bonbons, il y a son espèce de copain qui lui dit, écoute, finalement, j'ai pas envie de te voir, simplement. Hein. Et un truc intéressant qui est fait dans le film, c'est qu'en fait, l'appartement est fait pour que ce soit tout petit. Tous les meubles et tout ça sont petits pour donner cette sensation d'oppression du personnage. Donc, on a 2 scènes dans cet appartement, la deuxième étant la destruction. On a vraiment ce côté agressé, son rôle, entre guillemets, de femme, vous voyez. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un personnage qui est hautement féministe, bien avant toutes les modes actuelles, bien avant tout ça, hautement féministe, et qui va parler de la libération, justement, de ce qu'est la femme. Elle va passer du stade justement, on va dire, de secrétaire, il y a une discussion là-dessus dans le film, et elle va s'émanciper peut-être trop, peut-être qu'elle va se perdre. Toute la question est là. Je reviens vite fait sur un point. On voit aussi donc que le personnage est sexuellement frustré, comme je vous dis, son copain qui part, au boulot on la maltraite. C'est pas une femme qui est désirable, c'est pas une femme qui se fait apprécier par les gens. D'ailleurs, c'est super intéressant de constater un petit détail. Lors de la première scène d'action, Batman la sauve. Et là, elle lui sort une phrase qui en français perd un petit peu en truc, mais bon, est-ce que vous êtes le Batman ou tout simplement Batman? Que fait Batman? Il la sauve, il dit rien, il se casse. Ok, d'accord, rien de spécial. Mais on remarque qu'il la remarque pas. Est-ce que Batman va la remarquer quand elle sera en Catwoman? Là, il va être fasciné, il a envie d'être, il se sent envie d'être proche d'elle, il a envie de l'aimer. Comme je disais, comme elle le dit à ce moment-là, ça se passe toujours pareil avec tous les hommes. Elle a un souci aussi à ce niveau-là. Donc, elle aura aussi une libération sexuelle. Un truc intéressant aussi concernant la naissance de cette Catwoman, c'est que sa naissance est purement fantastique. Là où le film va lorgner du côté du film fantastique, là où le film va paraître fantastique, il y a 2-3 moments dans le film où ça devient clairement du fantastique. Un truc tout bête, lorsque les manchots prennent le pingouin et hop, ils le jettent à l'eau. Hein. D'ailleurs là, ce sont des pingouins interprétés par des acteurs, hein, si jamais. Enfin, des manchots, pardon. Et ben, la renaissance, la résurrection de Catwoman, c'est purement fantastique. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils lui donnent juste une deuxième vie? Qu'est-ce qu'ils lui font, ces chats? Parce que c'est pas juste comme si elle était tombée, elle s'était fait mal, ah, bon, ça va, je me relève. Bon, là où elle est tombée, c'est pas possible. Mais si elle s'était juste relevée, elle aurait été pareille. Ces chats ont fait quelque chose en elle, ils l'ont libérée de quelque chose. Là, il y a tout un débat là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que le film part carrément dans le fantastique. Il assume ça. Rien à cirer. Pour parler de libération de la femme, il y a un truc super intéressant et qui fait justement le lien, c'est là qu'on voit que le film est bien écrit, qui fait le lien avec la scène où Batman la sauvait. À un moment donné, elle va sauver une femme qui se fait agresser. Elle arrive, déjà elle dit « c'est ma première fois », référence sexuelle évidemment, elle va taper le mec, et quand la femme lui dit « ah merci, vous êtes génial », elle va la prendre, elle va lui dire en gros « vous êtes une femme faible, c'est parce que vous êtes faible que vous avez besoin d'autres pour vous sortir de là, en gros bougez-vous le cul, arrêtez d'être une victime, etc. etc. » Super intéressant, et qui marque aussi une différence avec Batman. Là, elle est là, et elle impose, et elle dit des trucs, mon Dieu, de nos jours, ce serait considéré comme de la folie. Et c'était en 92, les gens. Le souci du personnage, on le voit peu à peu dans le film, c'est qu'elle a une espèce de cette double personnalité. D'un côté, une princesse un peu naïve, qui a envie de vivre de cette naïveté, et en même temps, cette espèce de personne qui a découvert la réalité, et qui agresse la réalité. C'est marrant parce que j'ai beau ne pas être une femme, c'est un truc que j'ai plus ou moins connu, c'est-à-dire d'un côté tu rêves que tout le monde soit gentil, je stéréotype, hein, et d'un autre côté tu deviens un connard parce que le monde te demande de le devenir. Donc elle a cette bataille en elle qui a lieu tout le temps. Scène de fin où elle est habillée en Catwoman, mais avec ses cheveux qui ressortent pour rappeler que ces deux facettes de sa personnalité rentrent en guerre l'une contre l'autre. Donc elle a ces deux aspects qui cohabitent, elle sait pas trop comment être l'une, comment être l'autre. À la fin aussi, elle dit à Bruce Wayne: j'adorerais vivre dans votre château, comme une princesse de conte de fées, mais je me détesterais. Elle a cette double facette. Super intéressant, non?
En fait, c'est un personnage qui se libère, mais qui se libère peut-être trop, qui se perd dans sa libération, qui du coup ne sait plus où trouver l'équilibre entre l'un et l'autre. Voilà. Donc là, on va commencer déjà à voir les interactions entre Batman et Catwoman. Et là, c'est intéressant, parce que les deux se connaissent dans le civil, et ils se connaissent en super-héros, on va dire. Dans les deux cas, il y a une attirance sexuelle. Ce qui est intéressant, dans une phrase que dit Batman, à un moment donné, enfin Bruce Wayne, il dit « J'étais avec Vicky Vale, mais il y a deux vérités, et elle était incapable d'assumer les deux, et moi non plus. » Et qu'est-ce que Catwoman, si ce n'est une femme qui a aussi ces deux vérités. C'est pour ça que Batman se sont attirés, parce qu'il trouve quelqu'un qui a à peu près le même vécu que lui, quelqu'un qui lui ressemble, donc il se sent super attiré par elle. Et c'est super drôle, par exemple, la scène où ils s'embrassent, où chacun va essayer de cacher ses blessures à l'autre, hein. Elle lui met la main sur le corps, il l'enlève parce que c'est là où il est blessé, elle, il y a sa blessure qui se découvre, elle part. Ensuite, les deux trouvent une excuse pour foutre le camp, ils disent à Alfred, ouais, dites-lui ci, dites-lui ça, machin, truc bidule. Et ensuite, on voit les deux qui se changent, elle dans la voiture, et d'ailleurs, la scène de costume de Batman du film, absolument magnifique, extraordinaire, ouf. Vous saviez que les bottes de Batman étaient basées sur des baskets Nike au passage? Je profite, hein, je me mets gratos. Voilà. Je disais donc, fantastique. Qu'est-ce qui se passe? On a donc toute cette interaction entre les personnages qui volent, qui voudraient, mais qui peuvent pas, mais qui veulent, mais qui souhaitent. La scène emblématique entre les deux est évidemment la scène du bal masqué, où tout le monde est masqué, à part eux, parce que c'est Bruce Wayne et Selina Kyle. Et en fait, c'est ça leur masque. Leur masque, c'est leur identité civile. Code bande de peuple. Je profite juste pour évoquer le plan final du film. Vous savez, on a la voiture qui part, la caméra qui monte comme ça, on voit cette Gotham trop belle, trop géniale, trop ouf. Elle s'arrête comme ça, sous la neige. Et tout d'un coup, boum, le bat-signal apparaît, la musique, pam, 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 c'est génial. Et là, on a Catwoman qui apparaît. Il faut savoir que ça, c'était un reshoot, parce que lors des projections test, les gens ont adoré le personnage de Catwoman et trouvé dommage que peut-être elle meure. Donc, ils ont préféré montrer clairement qu'elle a survécu. Pour la petite histoire, ils ont essayé de faire que cette apparition de Catwoman, ce soit un animatronique, ils n'ont pas réussi, donc ils ont pris une doublure, parce que ça a été ajouté à la dernière minute. Je me permets déjà de philosopher un petit peu sur la survie de Catwoman, comme j'ai dit, dans la relation entre les personnages, c'est logique, mais moi j'ai quand même un truc qui me taraude, c'est que c'est quand même quelqu'un qui provoque des destructions, c'est quand même quelqu'un qui s'allie avec le pingouin, donc qui est responsable aussi de la mort de certaines personnes, et je trouve que le traitement global de cette Catwoman, à la fin, est peut-être un petit peu trop gentil. D'ailleurs, j'ai un peu de peine, depuis que je suis gamin, lorsqu'elle se bat contre Batman, et Batman, au début, elle fait « Ah, vous osez me taper, moi qui suis une femme ?» Et il fait « Ah, je suis désolé », et puis bam, elle lui en met une, tu vois. Oui, une fois, mais il le refait, et moi j'étais toujours là en mode, oui, mais ok, d'accord, je comprends, je vous ai expliqué les personnages, ils se sont attirés comme pas possible, ils se sont compris, quand même, elle vient de te foutre une tarte, enfin c'est une adversaire quand même, toi. Personnellement, je trouve qu'elle s'en sort, entre guillemets, même si on sait pas trop, mais si elle s'en sort un peu trop facilement, évidemment, la fin est plus suggérée, ça aurait été peut-être plus intéressant si on n'avait pas eu l'apparition de Catwoman à la fin, mais juste l'ombre que croit voir Bruce Wayne juste avant, suggérant que peut-être elle a survécu, mais peut-être pas. Mais déjà, vu qu'il a pas retrouvé son corps, donc c'était peut-être le cas. On va passer au Pingouin, donc je rappelle méchant imposé par la Warner, qui dans ce film donc est très différent de celui des comics, hein, et qui est assez proche, je trouve, du personnage de Édouard Main d'Argent au film précédent de Tim Burton. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui est rejeté par un monde auquel il a envie d'adhérer, mais en même temps il est trop monstrueux pour pouvoir y adhérer. Sauf que lui, c'est un méchant. En partie. Pas totalement, mais en partie. Mais quand même. Donc, l'origine story de ce personnage a été complètement réinventée pour le film. On laisse tomber le gangster d'origine pour en faire ce monstre qui a vécu dans les égouts. Référence évidemment à toutes ces légendes urbaines que les gens avaient mis dans les égouts des petits crocodiles, et puis qu'ils ont grandi, puis maintenant les égouts américains, il y a des crocodiles dedans, ce genre de légende urbaine. Légende urbaine qui sert pour un autre personnage de Batman qui leur croque, mais dans ce cas-là, c'est pour le pingouin que c'est utilisé. Hein. D'ailleurs, ce début de film absolument incroyable, tout de suite cette ambiance, cette musique, avec parfois ce truc qui ressemble à une boîte à musique et qui donne un côté enfantin, féerique, conte de Noël, mais en même temps super sombre. Puis on est en train de parler de quoi? On est dans un monde de bourges, mais fini, hein, vraiment abusé comme ça, avec deux acteurs qui ont déjà tourné avec Tim Burton, hein, donc sur Pee Wee Herman, voilà, hein, donc l'acteur qui faisait Pee Wee Herman, entre autres, qui fait le père. Et donc, on a cette ambiance, et on a ce gamin qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, qui, on peut se dire, c'est une victime, mais en même temps, il est monstrueux, il prend le chat, il le bouffe. Et au passage, j'ai essayé de réfléchir, est-ce qu'il y a un lien entre
le chat et Catwoman, vous voyez, à l'avenir, enfin, de ce qui se passe après dans le film, je vous avoue que j'ai pas trop trouvé, mais en tout cas, on a déjà ce truc qui se présente comme ça, ce petit monstre. Et donc, cet enfant est jeté à l'eau et envoyé dans les égouts de Gotham City. Il y a évidemment là un côté très biblique, hein, Moïse abandonné, qui sera élevé par d'autres personnes, hein, on voit ça. Pour la petite histoire, le film après se passe 33 ans après, hein, 33 ans âge du décès du Christ, donc ça veut dire que le pingouin décède à 33 ans. Est-ce qu'il est en train de nous dire que le pingouin c'est le Christ dans le film? Je ne pense pas du tout, hein, pour pas dire non, non. Mais il y a ça. Il y a aussi une autre référence qui peut être assez intéressante, c'est que le pingouin, quand il veut se venger de la société des humains, au bout d'un moment, de Gotham, il veut kidnapper les enfants, les premiers-nés, ou les derniers nés, je sais plus. Bref. Et ça peut aussi faire référence à une des 10 plaies que Moïse a lancées sur l'Égypte à l'époque. Donc, il y aurait aussi un petit côté, des emprunts à la Bible comme ça, mais qui ne semblent pas avoir spécialement, j'ai envie de dire, un sens biblique. Si vous trouvez dans les commentaires, expliquez, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ils sont présents et c'est intéressant. Chose qui est intéressante avec ce personnage, c'est qu'en fait, si on regarde, c'est un personnage qui est assez enfantin. C'est-à-dire, il a déjà son parapluie avec des machins qui tournent comme pour les petits-enfants, mais même, c'est quelqu'un qui va retrouver ses parents, il a aussi des grosses pulsions sexuelles, on va dire là, c'est plutôt adolescent. Il a un côté un petit peu enfantin comme ça, ce qui l'empêche pas évidemment d'être violent quand il le faut et tout, mais aussi une crise de colère assez, finalement, qui pourrait toucher aussi aux enfants. Il y a un ou deux trucs qui le montrent dans le film qui sont clairs. Par exemple, vous savez, quand il on va dire, pirate la Batmobile et qu'il la pilote à sa place, lui faisant faire n'importe quoi, vous voyez, il est dans une petite Batmobile qui ressemble à un de ces machins là, je sais pas comment on l'appelle, où vous payez là, ces espèces de petits carousels à 1 pour une personne, vous savez, vous trouvez dans les... Bah, plus maintenant, mais à l'époque, dans les supermarchés, tu mettais un bal et puis... Vous voyez ce que je veux dire? J'allais l'oublier. Et son moyen de transport au pingouin, c'est quoi? Bah, c'est un canard, il est sur un canard en plastique. Donc, il y a vraiment un côté enfantin qui se dégage de ce personnage. Peut-être parce qu'un conte de Noël, ça doit être lié aux enfants d'une certaine manière. Mais en version Tim Burton, c'est en forme et sombre, quoi. Pour revenir au côté, on va dire, penchant sexuel du personnage, ce qui est intéressant, comme j'ai dit, c'est que, bon, déjà, il fait beaucoup de références en mode subtilité.com, si tu vois ce que je veux dire. Mais plus que ça, c'est intéressant de voir par exemple qu'il s'allie avec Catwoman, il lui fait des avances, et c'est parce qu'elle le refuse que lui, il s'énerve et il veut se débarrasser d'elle. À un moment donné, on fait référence dans le film au conte de la princesse et de la grenouille, donc celui qui se fait embrasser et qui va devenir un prince. Et là on fait « Ah, mais c'est pas une grenouille, c'est un pingouin », donc on fait cette référence directe. Donc comme si en s'élevant dans la société, le type va gagner une espèce de pouvoir social, et qu'espérant avoir ce pouvoir social, il va pouvoir se permettre de faire des choses. Et donc on va dire que c'est une espèce de retour à la réalité qui va à l'encontre de son envie de se faire accepter jusqu'à quel niveau, y compris sexuellement. Et là vous voyez déjà un parallèle entre le personnage de Catwoman et celui du pingouin, c'est que le pingouin, c'est quelqu'un qui veut se faire accepter par la société, entre autres, pour pouvoir faire des choses, vous voyez. Catwoman, c'est une qui veut fuir la société, qui veut lui donner des coups à la société, qui veut sortir du cadre de la société, et qui va aussi devenir plus sexuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une opposition entre ces deux personnages qui est assez intéressante. Je ne peux résister, je vous ai parlé des crises de colère, comme par exemple quand il commence à mitrailler la foule à son discours. Bon, il mitraille pas les gens, on voit pas des gens mourir. Le film a été qualifié à l'époque de très violent, il est plutôt dark que violent, il n'y a pas beaucoup de morts visuellement à l'écran, honnêtement, ça va, hein. Mais donc il y a quand il mitraille, et il y a la scène qui a choqué tous les gamins de mon époque, c'est quand il mord le nez du type de campagne. Le type qui lui dit « Ah, vous avez peur de voir dans un miroir? Non, il n'y a pas de miroir dans les égouts, en gros vous êtes moche et il faut vous retaper pour que vous ressemblez à quelque chose. » Pas très sympa le mec, hein. Crise de colère, comme je disais, sensation d'être bien vu, de vouloir être guindé, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit le pingouin à ce moment-là. Il lui dit un truc, avant de le mordre et de le faire signer du nez, il fait « Ouais, il manquerait plus que je saigne du nez, c'est ça !» Et là, il le mord. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Scène de fin, quand le pingouin tombe dans l'eau et qui sort pour le dernier affrontement, on va dire, il saigne du nez. Le film est vachement bien écrit, il y a plein de subtilités du genre. Visuellement, ce pingouin s'inspire, on revient à l'expressionnisme allemand, du film Nosferatu, le personnage de Nosferatu, crâne rasé, pouic, long nez, visuellement il s'inspire de ce vampire-là. On peut aussi voir un autre lien, dans le film Nosferatu, à un moment donné, Nosferatu utilise les rats pour conquérir la ville, que fait le personnage du pingouin dans ce film, il envoie ses pingouins, ses manchots, conquérir la ville. Mais encore une fois,
ce personnage qui va finalement être méchant, qui va faire des choses qui ne se font pas, c'est quand même quelqu'un de sensible, quelqu'un qui souffre, on le voit depuis le début. Et c'est ce qui fait que c'est un personnage intéressant. C'est pas juste le bad guy, point final. Un truc qui est intéressant aussi, c'est la référence à Elephant Man. On nous dit à un moment donné qu'il est passé par un cirque, hein, c'est pour ça que tous ces hommes de main sont des gens du cirque et qu'il a réussi à ramener, donc il est passé par un cirque en étant un monstre monstrueux, hein, je rappelle. Il dit, à un moment donné, je ne suis pas un pingouin c'est un truc qui a des ailes, je sais pas quoi. Il dit, je ne suis pas un pingouin, je suis un humain, je m'appelle Oswald Cobblepot. Oswald, son vrai nom en VO. Hein, il dit ça. Et à la fin, quand il se fait, on va dire, trahir par la société, c'est sa sensation, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il retourne chez lui en se jetant du même pont que ses parents l'ont balancé. Un peu comme si la société le rebalançait, donc une renaissance du pingouin en tant que pingouin, et quand il arrive là-bas, il dit « Je ne suis pas un humain, je suis un pingouin ». Remarque aussi intéressante, un peu plus tard, justement, quand tous ces plans commencent à tomber à l'eau, non seulement il se fait rejeter par les Gothamiens avant, mais après, même ses hommes de main le lâchent. Preuve que le type se retrouve absolument tout seul et qu'il a tout perdu, le drame complet. Parenthèse assez sympathique, le fait d'élire le pingouin comme maire de la ville est une idée qui avait déjà été traitée 2 fois dans la série Batman des années 60. En plus coloré, je pense. Alors, je vais vous lire 2-3 trucs que j'avais notés, parce que sinon je vais me perdre, sur justement le parallélisme, cette fois-ci, entre le pingouin et Batman. Je vous ai déjà fait celui avec Catwoman, entre le pingouin et Batman. Alors, à un moment donné, le pingouin, il dit un truc à Batman du genre, tu es jaloux parce que toi, t'es obligé de porter un masque pour avoir l'air d'un monstre. Donc, encore une fois, évidemment, des monstres liés à des animaux, comme Catwoman, qui sont humains et monstres liés à des animaux. Il a aussi perdu ses parents, comme Batman, comme Bruce Wayne. C'est aussi un enfant... qui vient de la haute société à la base, hein, donc lui c'est quelqu'un qui veut reconquérir d'une certaine manière, mais ils sont aussi issus de là. Il a aussi une base avec ses pingouins, chauve-souris pour Batman qui sont dans la base, dans la Batcave qu'on va tourner, lui il a ses pingouins là-bas. On aurait pu imaginer, comme je vous ai dit, un Batman décadent qui aurait pu envoyer ses chauves-souris pour envoyer des missiles, peut-être ça aurait été un peu gros, mais pour faire quelque chose. On aurait pu imaginer cela évidemment. Mais donc on a ce truc-là, et voilà, comme je disais, il a aussi ses animaux fétiches sous la main, etc. Au passage, le plan de présentation de la base, hein, quand on est dans ce zoo, avec cette caméra qui rentre dans ce zoo magnifique, et cette musique de Danny Elfman, oh là 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 là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, oh qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Donc ça, c'est les 3 freaks principaux. Mais il y a un semi-freak qui vient se greffer un peu là-dedans, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et ce freak n'est nul autre, ladies and gentlemen, que Max Schreck. Alors, Max Schreck, lui, il porte pas de masque, c'est pas un monstre visuel, en tout cas. C'est pas quelqu'un qui est lié à des animaux, mais vous allez voir ça, c'est quand même vachement intéressant. Max Schreck est un personnage qui a été inventé pour ce film. Il n'existait pas avant. Je vous ai dit que le pingouin avait des attributs du Nosferatu, donc le film allemand, de l'expressionnisme allemand. Faut savoir que ce Nosferatu, ce film, avait été interprété par un acteur qui s'appelait Max Schreck. Donc là, le lien, il est donné, hein, c'est même pas de l'interprétation, il est donné clairement. Ce qui est intéressant, c'est que ce Max Schreck, ici, dans ce film, il est habillé, et il est fait un peu pour ressembler à un vampire. Il y a la fameuse scène, vous savez, celle où il pousse Selina de l'immeuble, quand elle tombe, qui est super intéressante, parce qu'il y a un moment donné, clairement, hein, quand il parle, il n'y a pas, et à un moment donné, il y a des plans, alors il y a des plans sur Selina, où on dirait qu'elle porte le masque de Catwoman, hein, et les plans sur Max Schreck, ça fait vampire. À un moment donné, il fait comme s'il allait la tuer, il s'approche d'elle comme ça, il rigole, il repart. Mais il s'approche d'elle en fait comme s'il allait la mordre. On pourrait imaginer qu'il fait le geste comme s'il allait lui sucer le sang. Si c'est pas intéressant tout ça. Et j'irai encore plus loin en disant juste une chose. Quel est le plan subtil de Max Schreck qui est dans le fond, qui finalement est à peine apporté dans le film? C'est quoi? Il veut créer une centrale électrique. Une centrale électrique qui ne va pas créer de l'électricité, mais qui va pomper l'électricité de la ville. Donc réunir à lui des choses. Donc en gros, c'est un vampire d'énergie. Subtilité encore, ça c'est grandiose. Comment meurt le personnage de Max Schreck? Il meurt électrocuté. Il se fait électrocuter, donc il meurt en ayant, comment dire ça, un surplus d'énergie dans son corps, d'énergie électrique qu'il voulait voler. Quand je vous dis que c'est subtilement écrit ce machin, pour le reste, et ça fera sans doute plaisir à des gens, c'est un politicien fou cul, hein, qui arrive, qu'on appelle le Père Noël de Gotham, qui lance des cadeaux, qui dit « Ah, j'ai qu'une envie, c'est de rendre ce qu'on me donne, alors qu'on sait que le gars c'est un salaud. Hein. Le truc positif qu'il a, qui fait qu'il n'est pas totalement noir, c'est qu'il aime son fils. Mais pour le reste, ce personnage-là est le vrai méchant du film. C'est lui le vrai salopard du film. Les autres sont des monstres, lui c'est le salaud.
Lui, c'est le salaud, le vrai. Salaud qu'on apprend qu'il a déjà tué des gens par le passé, hein, que non seulement il a un truc non polluant qui pollue comme pas possible, mais en plus, il tue des gens. Quand le pingouin lui présente la main de Fred, hein, de son ami Fred, c'est quelqu'un qui l'a tué, et il tue des gens, c'est un salopard. Et ce qui est intéressant, c'est ce que lui dit le pingouin. En gros, il lui dit, toi, t'es un monstre, mais tu es accepté socialement, pas moi. Parce que le film a aussi une espèce de critique sociale des gens, on va dire, ou de la manière qu'ils ont de percevoir les autres. Évidemment, on imagine que Tim Burton, étant jeune, il a dû être mis un peu à l'écart par ses amis. Je dis j'imagine, mais vous pouvez enlever le j'imagine. Il a été mis à l'écart par les gens, il a été maltraité, etc., etc. Comment on est accepté par les gens socialement et tout ça. Et il se dit, mais lui, c'est autant un... Mais lui, il est accepté. Il y en a qui sont acceptés. Et là, je pense que ça peut parler au trauma de beaucoup de jeunes, et pas que, de gens qui ont vécu ça. Le film parle évidemment aussi du côté hypocrite, hein. On voit que Max Schreck va s'occuper du pingouin gentiment, il va le manipuler hein, avec le poisson pour faire ce que lui, il veut, ses plans à lui, il va le laisser tomber à la première occasion, hein. J'adore le plan où on le voit faire genre « Désolé, je te lâche, tu m'es plus utile ». Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont les gens de Gotham qui sont là, qui sont en train de le soutenir, ouais, à fond, à fond, à fond. Il y a son discours qui est parasité par Batman, et du coup, il balance des légumes, des fruits et légumes, des tomates, enfin bref, voilà. Les gars, ils venaient pour soutenir, mais ils avaient quand même prévu le coup, vous voyez ce que je veux dire? Genre, les gars, ils sont là pour le spectacle. Des gens qui changent d'avis parce qu'il y a une attaque, alors que dans Gotham, je pense que des attaques violentes, il doit y en avoir régulièrement. Dans les comics, c'est ce qui se passe. Hein. Vivre à Gotham, dans les films, mais surtout dans les comics, ça doit être une horreur complète. Hein. Bref, je disais donc, il y a ce côté, voilà, le public il change, il se plaint, il t'adore, il te déteste, voilà. Est-ce que Tim Burton serait aussi en train de lancer un petit message là-dessus? Je sais pas, peut-être, hein, je sais pas, là vraiment, je sais pas. Votre avis, en bas, commentaire. Bref, vous l'aurez compris, on peut faire des liens des personnages les uns envers les autres et voir des choses super intéressantes. Évidemment, Max Schreck est un petit peu à l'écart, mais Max Schreck pourrait aussi être une version décadente de Batman, de Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne aurait pu devenir un Lex Luthor, en gros, hein, parce que lui c'est un Lex Luthor, c'est-à-dire un milliardaire qui regarde que pour sa pomme, un politicard de seconde zone et tout, mais il ne l'est pas. C'est là qu'on se dit que Batman, il est complètement starbe, mais en fait, ça va. En fait, ça va. C'est celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui arrive le mieux à gérer, malgré ses traumas. Le film, je vous ai dit qu'il était vachement noir et tout, c'est vrai, mais il a aussi un humour un peu décalé. Par exemple, je vous ai dit, quand le pingouin prend la main, il lui fait hey, « c'est la main de Fred », tu te souviens? Après, il regarde Max Schreck, il lui dit « en gros, je vais te balancer, je sais que tu tues des gens et tout ». Et Max Schreck, il lui fait « bon, peut-être qu'on peut s'entendre ». Et il lui fait hey, « vas-y, marché conclu », puis il lui donne la main de Max, ou alors quand Batman, il prend un truc, il fait « mais c'est froid à manger », puis Alfred, il lui dit « oui, c'est normal, ça se mange froid ». Bon, ça c'est pas hilarant, hein, mais il y a un petit côté décalé comme ça, parce qu'on n'est pas dans un film, je le répète, qui se veut réaliste, on est dans un rêve, dans un cauchemar, dans un conte de Noël, on n'est pas dans un truc... véridique. D'ailleurs, même au niveau des années, ce film se passe en quelle année? En 92? Non! Il y a des micros où les gens font des discours, là, les politiciens, c'est des vieux micros, il y a des trucs qui sont vachement d'actualité, Batman, il a un côté science-fiction, puisqu'il a des gadgets de fou. En fait, toutes les années se mélangent parce qu'on n'est pas dans un monde tangible. Et tant qu'on y est, je voudrais dire quelque chose sur Tim Burton. Évidemment, tout le monde parle de ses ambiances, de ce côté, justement, expressionniste allemand, qui revient tout le temps, etc., etc. Oui, tout à fait d'accord. Mais je trouve que on oublie de dire que le mec, il sait aussi poser sa caméra, honnêtement. Alors, je vais pas vous dire que les scènes d'action sont folles, c'est pas le cas, entre autres, je pense à cause du costume, mais le mec, il sait filmer des plans. Il a des idées, comme je vous ai dit, par exemple, l'appartement de Selina Kyle. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais vite fait, la destruction de l'appartement, perte de l'innocence, elle le tag en noir, elle détruit le Hell of Her pour que ça devienne Hell Here, donc l'enfer ici, enfin bref. Vous l'aurez compris, ça vous êtes intelligent, vous savez voir le film. Donc, je disais, c'est aussi quelqu'un qui sait placer sa caméra. Je vous ai parlé justement de Selina Kyle quand elle fait un peu le parasite à l'écran. C'est tout con, mais c'est bien filmé. À un moment donné, quand elle, c'est un truc tout bête, elle reçoit son propre message qui lui dit ouais, oublie pas le discours machin. Je sais plus si c'est son message. Il y a un moment donné où elle se rappelle qu'elle doit amener le discours à Schreck et qu'elle a oublié, et on a le discours qui est posé sur la table, et la caméra, elle est comme ça, pour aller dans l'autre sens, etc. Enfin bref, je suis là. Ça veut rien dire, je vous explique. En gros, on a les feuilles qui sont posées comme ça au premier plan et on la voit de loin arriver. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un manche non plus au niveau de l'utilisation de la caméra. C'est peut-être pas le plus fou au niveau de l'utilisation de la caméra, mais c'est loin d'être dégueulasse. Hein, je veux dire, c'est loin d'être dégueulasse aussi. Et ça, j'ai quand même envie de lui mettre en avant. Ce film a des plans, certes, de par son visuel travaillé, tout ça, mais il enchaîne des trucs qui sont de véritables tableaux. Tout le monde vous parlera de la fameuse scène du bat signal, de ce signal, de cette lumière qui rentre dans la maison
maison de Bruce Wayne, de ses plans et tout, c'est de la folie furieuse. Et moi, je vous ai parlé du plan dans le zoo, je vous ai parlé de plein de trucs, il est rempli de plans absolument esthétiques, ce film, bien sûr qu'il a des défauts, mais il est rempli de plans absolument esthétiques, c'est de la folie. Le film n'est pas juste, bon, bah voilà, il y a une ambiance et puis c'est tout. Non, 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 je suis pas d'accord là-dessus. Le film, pour moi, n'a absolument pas vieilli, il n'y a pas d'effet vieillot dans ce film. Peut-être légèrement, mais alors notamment rapide, la chute de la Miss Noël, là, machin, Gotham, là, qui se casse la figure, mais bon, c'est un détail. Le film est très bien, très peu de CGI, hein, donc parmi les manchots, donc il y a de l'animatronics, des acteurs déguisés, hein, et des vrais manchots, donc il y a un ou deux petits trucs, mais la plupart du film, il est encore tout à fait regardable de nos jours. Hein, vous regardez aussi Édouard aux mains d'argent, le film, on dirait qu'il a été fait hier, quoi. C'est incroyable, c'est beau. Non, sérieusement, le film a absolument pas vieilli à ce niveau-là. Vraiment pas. Zéro. La fameuse place de Gotham, je devais revenir là-dessus, c'est vrai. Magnifique place, cette place de Gotham, et donc expressionnisme allemand, encore une fois, inspiré du film Metropolis de Fritz Lang. Dans cette place, vous voyez qu'il y a des espèces de géants qui tiennent des barres comme ça pour actionner un rouage. Il faut savoir que ça, c'était l'idée, puisque en haut de cette place, là où il y a les discours, c'est là où il y a les politiciens, en fait, pour dire que ce sont les politiciens, les grands, qui actionnent les rouages, et qui viennent, entre guillemets, déranger, ou en tout cas qui actionnent les rouages qui touchent le petit peuple. Référence aussi à Metropolis, puisque les riches sont en haut, les pauvres sont en bas, hein, et puis les pauvres travaillent à fond pour les riches. Enfin bref, vous avez vu Metropolis de Fritz Lang, de toute façon, c'est obligé, hein, sinon vous n'êtes pas ici, voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir vu, mais voilà, regardez-le, il est bien. En tout cas, c'est un énorme classique. Et référence à ça, et cette place centrale est magnifique avec ses statues et tout, ça pousse le délire encore plus loin. Après, le film a des imperfections ou des incohérences. Par exemple, vous vous souvenez la scène où le clown vient kidnapper le bébé du maire, il se jette dans l'égout, et là il fait juste « Ah non !» Et le pingouin récupère l'enfant, il arrive devant tout le monde « Oh, j'ai sauvé le gamin !» et tout le monde est là « Ah, magnifique !» Évidemment, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'hypocrisie, la stupidité du grand public, etc. C'est tellement facile, il n'y a jamais personne qui se dit « Ah mais tiens, c'est pas un peu facile comme scène que le clown y tombe et que l'autre il le sauve comme ça ?» Enfin bref, il y a des explications, mais ça aurait pu être mal vu. Il y en a, il laisse quelques autres. Bon, vite fait, la parenthèse sur le fait que Batman tue, oui, Batman tue, ici, il l'a fait souvent dans les films, comme j'ai dit, une question de réalisme, de c'est dans un monde dark, hein, sombre. C'est très difficile de faire, je suis méga sombre, méga pas réaliste, mais avec un côté tangible et tout. Et en fait, Batman, il va arrêter tout le monde, il va juste les menotter. C'est pas totalement possible. On est bien d'accord là-dessus. Parmi les incohérences, comment est-ce que le pingouin a les plans de la Batmobile? Comment il sait enlever le bouclier? Comment il sait où mettre le truc? À un moment donné, il a son plan pour la manipuler. Comment il a su tout ça? Comment il a su? Expliquez-moi. Il a sorti d'où les plans? Comment il... Voilà. Il y a aussi le moment où, dès le moment où le pingouin se fait rejeter par les habitants de Gotham, il décide de kidnapper les enfants. Et il leur donne des dossiers, voilà où ils habitent, machin truc bidule. Il les sort d'où? Alors, vous me direz que plutôt, pendant que lui il cherche son origine, il est en train de consulter des trucs d'enfants, et que peut-être, comme c'est un méchant, hein, il les mettait de côté pour si jamais on le trahissait. C'est vrai, tout à fait. Mais il n'empêche que le fait qu'il les ait là sous la main tout de suite, c'est un peu rapide, et que ça colle parfaitement avec une soirée guindée où tout le monde va aller là-bas, et qui sait qu'ils vont être tous libres, voilà, c'est un petit peu facile. L'alliance entre Catwoman et le pingouin vise à faire que Batman soit accusé par la police, accusé de meurtre, etc. À quel moment, dans le film, est-ce que Batman s'innocente de tout ça? Alors certes, il discrédite le pingouin, en utilisant d'ailleurs, je reviens sur le truc des années, hein, les vieux micros, mais il utilise un CD. À quel moment est-ce que il se réhabilite? Pas, c'est pas parce que tu discrédites le pingouin que la police croit que t'as plus tué personne. Alors, il y a plusieurs possibilités, tout simplement que le Batman de cet univers, ils s'en foutent complètement de ça, c'est dommage, voilà. Surtout qu'ils semblent plutôt bien s'entendre avec la police, hein, vu la fin du dernier. Alors, certes, je profite, les fans du comics me diront, et ça c'est un truc que j'ai déjà entendu, que Burton n'a pas compris la relation de Batman et de Gordon, du commissaire Gordon. Alors moi, je pense pas qu'il l'ait pas compris, c'est juste qu'il s'en fout complètement, comme il s'en fout de l'origine des personnages, comme il s'en fout de plein de choses. Burton, il les a pris, et il les a mis dans sa casserole pour faire son film. Et son film, c'est quoi? C'est un film, eh ben, qui ne cherche pas trop, comme je vous ai dit, à raconter une histoire, c'est pas ce qui est important. Il y a des petits défauts, on peut les expliquer la plupart, mais ils sont surtout là pour mettre en avant les interactions entre ces personnages.
Ici, il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas de demoiselle en détresse, c'est pas juste gentil super-héros contre méchant... méchant. C'est pas non plus héros un petit peu torturé contre méchant. Non, 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 non. Ici, on est dans un rapport qui est très différent. Il y en a qui sont plus méchants que d'autres et tout, et quand même, hein. Il y a quand même Batman qui est plus le héros de l'histoire, mais on est dans une psychologie, une psychanalyse de ces personnages. Au niveau de la musique du film, bah, évidemment, on retrouve le double de Tim Burton à la musique, à savoir Danny Elfman, qui reprend son thème de Batman absolument incroyable, qui fait des thèmes pour les autres freaks du film, hein, et qui distille aussi cette ambiance Noël bizarre, enfin... C'est pas compliqué. En fait, Danny Elfman et Tim Burton se sont tellement trouvés. C'est l'un fait voir au spectateur et l'autre fait entendre au spectateur la même chose. Les deux se marient à la perfection et il fait ressortir toute cette ambiance absolument géniale. Et le thème de Batman, eh ben, perso, c'est pas n'importe quel thème. Et en plus, il travaille tout ça. Enfin, bref, cette ambiance est absolument grandiose. Voilà. Bref. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les deux Batman de Burton, surtout celui-là, un film comme le Superman de Richard Donner, un film comme le Spider-Man de Sam Raimi? C'est qu'ils sont faits par des faiseurs, certes, mais pas juste des faiseurs, des auteurs, des gens qui ont envie de raconter quelque chose, des gens qui avaient des ambitions. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur Superman, vous voyez ce que Richard Donner a apporté à Superman, et au monde des super-héros tout court. Donc, ce sont des films qui sont faits avec une âme, avec une envie. Ils peuvent se planter, ils peuvent parfois aller trop loin, ils peuvent parfois se perdre. Burton, dans ce film, il est tellement libre qu'il a pris des critiques négatives, que les gens se sont dit « c'est trop dark, c'est quoi ça ?» Il y avait même des marques qui avaient prévu des jouets et tout, je m'en envie de les citer, voilà, je montre un doigt. Ils ont vu le film, ils ont dit « c'est trop dark, c'est pas possible, on laisse tomber ». Certes, il est peut-être trop parti en couille, mais c'est ça qui a permis au film de ne pas être un produit, d'être une œuvre, quelque chose qui se raconte. Ce sont des auteurs qui avaient une ambition. Oui, vous avez peut-être l'impression que je suis en train de lancer des tags sur certains films actuels. C'est pas impossible, je vous avoue. Ce Batman Returns n'est pas un film commercial. Il peut fonctionner, mais ce n'est pas un film commercial. C'est un film psychologique. Un film qui va explorer des choses particulières. Alors, certes, ce n'est peut-être pas la définition première du film de super-héros. Hein. C'est peut-être même pas un très bon film de super-héros en tant que tel. Mais c'est juste un très bon film tout court. Et ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je remercie ma maman, même si c'est moi qui faisais chier pour aller le voir quand j'étais gamin au cinéma, j'avais 6 ans. La personne à l'entrée qui s'est dit c'est pas vraiment pour lui, bon allez, on le laisse rentrer, mais hein, je les remercie, non pas parce qu'à l'époque j'ai compris le film, parce que je me rends compte que non, en étant gamin, même en étant ado, jeune ado, c'est difficile, c'est un film qui est très profond en fait, mais je remercie parce que ça m'a permis de voir ces choses-là et de m'éduquer peu à peu avec ces choses-là, j'ai envie de dire. Et waouh, ce film, il est vraiment d'une puissance particulière. Alors, c'est pas un pur film de divertissement tout en l'étant, c'est particulier. D'ailleurs, le rythme, il peut peut-être gêner, c'est pas le film le plus rythmé du monde, on est bien d'accord là-dessus. Le rythme peut avoir quelques difficultés. Mais qu'est-ce que c'est bon de revoir ce film, cette ambiance, cette musique, ces personnages. Je vous ai dit, c'est un auteur qui a une marque, qui a quelque chose à raconter. Bref, vous l'aurez compris, je vais m'arrêter là. Batman Returns, c'est un excellent film. Franchement, un excellent film. Est-ce que c'est mon Batman préféré de Burton? Je sais pas, parce que j'aime bien aussi le côté plus actionneur, plus facile d'accès du premier, mais celui-ci, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une expérience à vivre. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous de liker, de commenter et de partager. On se voit prochainement pour une prochaine Bat-aventure, même Bat-heure, même Bat-chaîne. Et ça, c'était le Batman des années 60. Allez, portez-vous bien, et ciao tout le monde.